bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 10e session, je crois, du parcours 2022-2023 des pratiques philosophiques pour penser la citoyenneté. Donc aujourd'hui, nous accueillons donc Pénélope Dufour. Pénélope Dufour, vous êtes doctorante en droit public et en sciences de l'éducation et vous animez aussi depuis plusieurs années des ateliers de philosophie pour enfants pour l'association Philo pour enfants. Écoutez, je vous laisse la parole pour vous présenter peut-être un petit peu mieux que je n'aurais pu le faire et puis pour introduire aussi votre sujet, parce que vous allez nous parler donc d'une éducation ouverte au pluralisme en philosophie pour les enfants. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nicolas et Frédéric de m'avoir proposé d'animer cette 10e séance du webinaire. Aujourd'hui, on va échanger ensemble pendant les 2 heures qui viennent sur cette question d'une éducation qui pourrait être ouverte au pluralisme. Et avant toute chose, ça me paraissait important de me présenter en fait pour vous dire, si vous voulez, d'où je viens, d'où je parle et pourquoi cette question de l'éducation ouverte au pluralisme m'a tant intéressée et pourquoi, en tant que doctorante en droit, je me suis intéressée à la philosophie pour enfants. Alors, pour commencer la présentation, je vais vous faire quand même un bref aperçu de mon travail personnel pour ensuite en venir vraiment à la question de l'éducation du pluralisme en philosophie pour enfants. Alors, la première diapositive, comme vous pouvez le voir, je l'ai intitulée « Du droit public à la philosophie pour enfants ». En fait, donc, je l'ai intitulée comme ça parce que, comme l'ont dit Frédéric et Nicolas, je suis doctorante en droit public à l'Université de Paris-Nanterre, mais également en sciences de l'éducation, en codirection, en fait, en sciences de l'éducation, avec comme co-directrice une dame qui, je pense, est bien connue de toutes et tous ici, puisqu'il s'agit d'Edwige Chirouter, qui dirige d'ailleurs la chaire UNESCO pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. Alors, auparavant, j'avais fait des études de philosophie, de sciences politiques et de droit. Et je me suis inscrite en droit, en doctorat il y a maintenant 5 ans. Et je travaille en réalité sur un droit particulier qui est le droit à l'éducation aux droits de l'homme. En fait, c'est un droit qui est apparu dans le discours des Nations Unies dès leur formation, mais qui a pris qui est devenu important pour les Nations Unies à partir des années 90. Et moi, je voulais un petit peu m'interroger sur les enjeux politiques et épistémologiques en fait de cette institutionnalisation d'un droit à l'éducation aux droits de l'homme. Et cette thèse, en fait, elle part de 2 constats qui étaient à l'origine de ma recherche. Donc d'abord, le constat d'un développement progressif d'un discours des Nations Unies sur l'éducation aux droits de l'homme. Et à ce titre, il me semblait intéressant de vous dire que le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une déclaration des Nations Unies sur l'éducation et la formation aux droits de l'homme. Et en même temps, en parallèle de cela, un autre constat qui est celui d'une littérature critique contemporaine à ce discours qui vient finalement soulever certains problèmes par rapport à cette institutionnalisation du droit à l'éducation aux droits de l'homme. En fait, ce qui est important ici, pour moi, et pourquoi en fait on en vient après à l'éducation au pluralisme, c'est de montrer que les droits humains, évidemment, ils trouvent leur fondement intellectuel dans une pensée philosophique qui est située, une pensée philosophique juste naturaliste qui considère l'existence d'un droit naturel. Donc on voit bien que, si vous voulez, les droits de l'homme ou le discours sur les droits de l'homme, c'est un discours qui est chargé axiologiquement et qui tend, on pourrait dire, vers un certain essentialisme un certain essentialisme par rapport à la nature humaine, par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme étant notre condition humaine. Pourtant, on voit bien que les attributs de l'humanité sont pensés de manière très différente selon les cultures, selon les civilisations et selon les valeurs sur lesquelles s'appuient ensuite les règles du vivre ensemble. Donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a bien une tension entre une visée qui serait universaliste et progressiste du droit à l'éducation aux droits de l'homme, mais en même temps aussi la possible imposition d'un discours situé. Concrètement, il faut savoir que les Nations Unies, pour mettre en œuvre ce droit, ont développé des manuels pédagogiques
donc vraiment à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces manuels pédagogiques, ils ont pour effet à la fois d'uniformiser tant le contenu des savoirs qui vont être transmis sur les droits humains, mais aussi d'uniformiser les modalités pédagogiques qui sont souhaitées pour l'enseignement des droits de l'homme. Donc on voit bien qu'il y a des modalités pédagogiques qui vont être conçues de façon uniforme, mais qui semblent en réalité faire fi des contextes sociologiques et des contextes culturels des apprenants. Et donc on a des auteurs, certains auteurs, qui vont dénoncer cette institutionnalisation d'un droit à l'éducation aux droits de l'homme qui en fait s'apparente davantage à une sorte d'instrument politique de plaidoyer des Nations Unies pour promouvoir à nouveau frais un discours sur les droits de l'homme officiel, plutôt que d'un droit qui serait vraiment effectivement vecteur d'émancipation. Donc ça, c'était mon travail de thèse. Et en fait, cette question-là, ces deux constats, ils posent la question de savoir, mais est-ce qu'on peut vraiment croire en un droit à l'éducation aux droits de l'homme à visée universaliste qui voudrait promouvoir quand même le pluralisme? Et en fait, cette question, donc, une question assez importante, en fait, elle reflète, si vous voulez, un problème qui se pose en droit international public et qui se pose pour les juristes internationalistes et qui est posé en ces termes, qui est celle de savoir, mais en fait, comment rester sur le terrain de l'humanisme et du rationalisme juridique, d'une prétention à l'universalité et à l'intangibilité de certaines valeurs éthiques fondamentales, sans tomber dans les errements du colonialisme ou de l'impérialisme. En fait, poser cette question, ça pose la question de savoir si on peut croire en une éducation aux droits de l'homme qui serait garante du pluralisme sans tomber dans les errements du relativisme. Bon, est-ce que c'est seulement possible? Moi, c'est ce qui m'interrogeait. Et c'est pour ça que je me suis intéressée un petit peu, si vous voulez, aux modalités pédagogiques concrètes qui essayent de promouvoir le pluralisme. Et à l'origine de ma thèse, il y avait une intuition qui n'était pas du tout approfondie à l'époque, mais qui était en moi, qui était que peut-être si je me formais à la philosophie pour enfants et si j'essayais de développer, d'approfondir mes connaissances théoriques sur le projet pédagogique et politique qui était sous-jacent à cette démarche, alors peut-être que cela pourrait m'aider à comprendre les postulats sur lesquels repose la croyance en la possibilité d'une éducation aux droits humains qui se voudrait garante du pluralisme. Et parce que cette croyance, en fait, c'est la croyance de certains acteurs à l'échelle internationale et notamment la croyance de l'UNESCO. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'UNESCO est d'ailleurs une instance internationale qui s'intéresse particulièrement à la philosophie avec les enfants. Et ce n'est pas un hasard. Alors, du coup, tout ça, c'était il y a 5 ans maintenant. Et je ne connaissais pas encore la philosophie avec les enfants de façon très pratico-pratique. Et en fait, il s'avère que j'ai découvert la philosophie pour enfants via l'association de Claire Laroque, Philo pour enfants. Donc à l'époque, j'étais en master et donc je faisais un mémoire assez théorique de droit sur le droit à l'éducation des peuples autochtones. Et je voulais en fait, j'avais envie en fait de me confronter à des problématiques plus concrètes plutôt que simplement théoriques. Et à l'époque, j'avais effectué un stage dans une association d'éducation populaire où je m'intéressais justement au développement de la pensée critique et au développement d'une pensée plutôt ouverte, tolérante. Bref, ces questions-là m'intéressaient déjà et en discutant, si vous voulez, avec les gens avec qui je travaillais, j'ai découvert la philosophie avec les enfants. Donc, je me suis un petit peu renseignée et j'ai contacté Claire Laroque, qui était alors à l'époque docteur en philosophie et qui avait cette association. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, Claire Laroque était intéressée par mon projet et a pu en réalité me former pendant plus de 6 mois à la pratique avec elle. Donc j'allais sur le terrain avec elle, je l'observais, on échangeait et puis petit à petit, elle m'a laissé la main. Et ça fait maintenant depuis 2018 que j'anime des ateliers de philosophie avec les enfants en Île-de-France, surtout dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise. Alors là, pour être honnête avec vous, depuis cette année, j'ai dû arrêter les ateliers parce que je suis en rédaction de thèse. Mais cela me manque beaucoup et les réflexions sont toujours autant présentes.
Voilà. Et par ailleurs, donc là c'est un petit logo de l'association. Et par ailleurs, il s'avère que je donne aussi des enseignements à l'université en tant que chargée de TD. Et pour moi, c'est important parce que c'est l'occasion pour moi de mettre en pratique, si vous voulez, ce que j'ai un peu pu saisir dans la posture pédagogique et dans les rapports au savoir qui sont transmis en philo pour enfants. Et bien en fait, comment je peux essayer de transmettre ça dans mes enseignements de droit des libertés fondamentales, notamment avec des étudiants en master qui sont friands en fait d'une posture plus critique et distanciée sur le droit, chose qui en fait s'avère assez rare en fac de droit. Et en fait, je viens voir un peu qu'est-ce que ça entraîne qu'est-ce que ça vient dire sur l'enseignement du droit, qu'est-ce que ça entraîne chez les étudiants, etc. Et tout ça nourrit mes recherches. Alors pour ce bref, on va dire cette présentation initiale pour vous dire pourquoi en fait cette séance, pourquoi en fait une telle séance sur l'ouverture du pluralisme. Eh bien, il y a 3 points. D'abord parce que les écueils du relativisme sont bien connus et qu'ils ont été pensés par Lippmann et Sharp. Et donc, il me pensait intéressant de faire un point là-dessus, de faire un point un petit peu théorique là-dessus. Ensuite, parce que penser ce problème, eh bien, c'est aussi pour les animateurs et les animatrices développer une certaine réflexivité quant à sa propre pratique d'animation. Je crois qu'il y a une vigilance et un soin qui est attendu des personnes qui veulent animer des ateliers de philosophie pour enfants, afin justement d'éviter de sombrer dans les écueils du relativisme. Et enfin, cette séance a un autre intérêt. Il me semble que c'est celui de pointer les enjeux politiques de la philosophie pour enfants en tant que modalité pédagogique particulière. Alors, les objectifs et le déroulé de cette séance. On va voir qu'on va venir du théorique au concret. D'abord, si les pratiques et les courants de la philosophie pour enfants sont diversifiés, je souhaitais m'intéresser davantage au projet pédagogique de certains des pionniers de la philosophie pour enfants et adolescents, que sont Matthew Lippmann et Anne-Margaret Sharp, parce qu'en fait, ces philosophes et pédagogues se sont inspirés de la philosophie de l'éducation pragmatiste de John Dewey, et ils ont développé, comme vous le savez sûrement déjà, dans les années 70, un modèle de développement d'une pensée critique et dialogique à travers ce qu'ils nomment la communauté de recherche philosophique. Et donc, en fait, il m'intéressait de vous présenter en quoi les écrits de Lippmann et de Sharp montrent bien le souci qu'ils avaient pour cette question de la reconnaissance du pluralisme. Et plus précisément, nous verrons en fait que la notion de caring thinking, qu'on traduit en français par pensée bienveillante ou pensée attentive ou encore pensée vigilante, eh bien, cette notion, telle qu'elle a été théorisée par Lippmann et Sharp, est essentielle en fait pour penser une éducation pluraliste. C'est un petit peu pour moi la notion phare des présupposés épistémologiques de la philosophie pour enfants et adolescents. Et cette notion, elle nous permet en même temps d'orienter la pratique des animateurs. Donc ce détour théorique me paraît important pour penser sa propre pratique d'animation. Je tiens à dire aussi, si vous voulez, que cette présentation, elle fait écho à un travail de recherche que j'ai mené avec 3 autres doctorantes, en collaboration avec 3 autres doctorantes, qui sont Marion Bérard, Marie-Coas Nkaorine et Agathe Delanoë. En fait, nous avions travaillé ensemble à la création d'un numéro de revue pour les nouveaux cahiers de la recherche en éducation, qui portait sur les rapports, en fait, les liens qu'on pouvait faire entre la philosophie pour enfants et les éthiques du Caire. Et en fait, c'est dans le cadre de ces réflexions communes que je me suis personnellement plus intéressée à la question de la philosophie pour enfants pour promouvoir une éducation pluraliste des droits humains. Et donc, c'était un petit peu la manière pour moi de vous faire aussi un peu une sorte de pub, parce que cette revue est accessible et gratuite et elle est en ligne, et qu'il y a 2 volumes. Il y en a un qui n'est pas encore sorti, qui devrait sortir dans les jours à venir, et il y a déjà un numéro qui est apparu en fin d'année. Voilà. Alors, le deuxième objectif, ça serait d'approfondir la dimension politique de ces apports théoriques et surtout d'approfondir la dimension politique du caring thinking.
En fait, ça va nous permettre d'élargir notre regard sur notre propre activité quand on mène des ateliers et donc de situer les enjeux de la pratique de la philosophie avec les enfants et adolescents en matière d'éducation au vivre ensemble. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, il s'agit de présenter des pistes d'implication concrètes pour l'animation d'ateliers de philosophie pour enfants et adolescents, qui, j'espère, seront l'occasion de nourrir des réflexions et des échanges entre les participants. Alors là, je tiens quand même à préciser d'emblée que moi, je ne me considère absolument pas plus légitime que quelqu'un pour présenter ces pistes et qu'en fait, pour moi, l'intérêt, c'est de, surtout, en fait, à partir de ce qui aura été dit avant, d'échanger ensemble pour penser, en fait, ensemble, concrètement, cette éducation au pluralisme dans le concret. Voilà. Alors, pour commencer, le Caring Thinking de Sharp et Lippmann. Alors là, on a une petite photo des deux protagonistes qui contextualisent un petit peu la période en voyant leur style, puisqu'en fait, leur pensée s'étend, on va dire, d'entre les années 70 jusqu'au début des années 2000. Il faut savoir que chez Lippmann et Sharp, eh bien, la pratique de la philosophie avec les enfants, elle vise à développer une pensée d'excellence. Donc cette pensée d'excellence, elle se compose de 3 dimensions qui sont en interaction les unes les autres. On a une dimension critique, la pensée critique, une dimension créative, la pensée créative, et une dimension bienveillante ou attentive, le caring thinking. Et c'est cette 3e dimension, nous, qui va nous intéresser. Il faut savoir, ça c'est intéressant, qu'en fait, cette 3e dimension, elle n'a pas été pensée tout de suite par Lippmann. C'est seulement en fait lors d'une conférence internationale sur la pensée en 1994, qui avait lieu à Boston, que Lippmann présente pour la première fois le caring thinking dans ses travaux. Donc il faut comprendre que cette dimension de la pensée, elle a été ajoutée en complément de la pensée critique et de la pensée créative, qui, elle, avait été théorisée dès le départ. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle a été ajoutée. C'est ça, nous, qui va nous intéresser. En fait, elle a été ajoutée afin de prendre en compte la dimension affective et la dimension relationnelle dans la pensée et dans la pratique du philosophie. Alors, le caring thinking chez Lippmann d'abord. Il faut savoir que c'est en dénonçant la croyance en une rationalité austère, logique, purement technicienne et instrumentale que Lippmann développe son attrait pour le caring thinking. En fait, il n'hésite pas à affirmer, et là je le cite, que les schémas qui visent à améliorer la pensée peuvent difficilement prospérer tant que la seule pensée digne de ce nom est la pensée déductive ou une autre forme austère de rationalité. Alors en fait, Lippmann, il critique, si vous voulez, le dualisme presque manichéen qu'il y aurait entre le rationalisme versus l'irrationalisme, auquel beaucoup de philosophes occidentaux sont attachés, et considère au contraire qu'une réorientation du rationnel vers le raisonnable est essentielle pour l'apprentissage du penser. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, il en appelle à développer une capacité d'attention, une capacité de soin, une capacité de vigilance dans la formation de nos jugements. Parce que sans notre capacité d'attention, cette capacité à se soucier de ce à quoi on pense, eh bien, la pensée serait susceptible d'apathie. Donc pour Lippmann, cette capacité, elle suppose d'être capable de discernement prudent, concernant en fait la valeur des choses. Concernant du coup, cette capacité, si vous voulez, c'est un petit peu cette capacité à savoir ce qui est important ou non. Et donc pour Lippmann, éduquer au bon jugement, ça ne peut pas se réduire à une simple technique. Et pour lui, la pensée et le jugement ne sont pas simplement composés d'actes nettement discernables comme la déduction ou la définition, et il met plutôt en évidence que la rationalité, eh bien, elle détient une dimension sensible. Et donc, en fait, Lippmann, il en vient à prendre en compte la dimension émotionnelle des jugements. Si vous voulez, selon lui, les émotions, elles mettent en évidence, elles font ressortir les choses, elles sont source de saillance, elles augmentent, si vous voulez, notre conscience, elles redirigent notre attention. Et donc, ces émotions, elles vont fournir des orientations, des modèles de sensibilité. Donc, chez Lippmann, conceptualiser le caring thinking,
c'est mettre en évidence la nécessité de développer une pensée qui va être soucieuse, qui va être vigilante et qui va être attentive à son objet, qui va être attentive à sa recherche et qui est aussi soucieuse de sa propre démarche de réflexion. Donc pour Lippmann, le caring thinking implique un double sens. D'une part, cela signifie penser avec sollicitude ce qui est l'objet de notre pensée, et d'autre part, cela signifie se préoccuper de sa manière de penser. Donc finalement, prendre soin de la façon dont on pense. Puis, on va avoir l'apport de Sharp pour cette notion de caring thinking. Là, à droite, je me suis permise de mettre en image la référence d'un livre qui date de 2019 et qui souligne l'importance de la pensée de Sharp pour la philosophie avec les enfants. Il faut savoir que plus tard, Sharp va affirmer, quant à elle, que le caring thinking ne peut pas se réduire à cette dimension épistémique présentée par Lippmann. Si vous voulez, il ne s'agit pas seulement de se préoccuper de l'objet de notre pensée, il ne s'agit pas seulement de se préoccuper de la manière dont on le pense. Pour elle, en fait, la recherche à propos de ce qui est important, de ce qui a été décrit par Lippmann, eh bien, cela ne peut se réaliser pleinement sans un espace pédagogique qui relèverait du care. Et donc, c'est ça l'apport de Sharp dans sa nouvelle conception du caring thinking. C'est que cette idée qu'en fait, le caring thinking n'est pas seulement une attention aux idées, mais aussi et surtout aux membres de la communauté de recherche. On ne peut pas promouvoir l'attention, le soin à la réflexion si on ne crée pas un espace pédagogique qui va prendre soin des participants qui pensent ensemble. Donc, si vous voulez, Sharp va attirer notre attention sur des dispositions éthiques qui sont susceptibles de faire advenir cette dimension de la pensée qu'est le caring thinking. Ce qui est intéressant chez Sharp, c'est qu'en fait, elle met en évidence la relation qu'il y a entre les dispositions éthiques d'un projet pédagogique et la posture épistémologique qu'on veut transmettre aux enfants ou aux adolescents. Une posture épistémologique ici d'ouverture à autrui et donc peut-être de pluralisme. Donc le caring thinking, pour elle, c'est une forme de la pensée soucieuse des relations. Et donc elle se déploie à travers des attitudes éthiques entre les membres de la communauté de recherche philosophique. Ces attitudes sont une écoute active, une coopération, une solidarité intellectuelle. Et donc on comprend bien avec Sharp qu'organiser des ateliers de philosophie, ce n'a pas seulement pour objet de développer des compétences cognitives et critiques chez les enfants, mais c'est aussi et surtout leur donner l'opportunité de faire l'expérience de dispositions éthiques qui seraient propices au développement d'une pensée bienveillante, vigilante et attentive. Et donc, elle va inscrire ce caring thinking comme une capacité à développer ce qu'on pourrait appeler une conscience relationnelle. Alors, la conscience relationnelle, c'est se connaître et se sentir intimement lié à tout ce qui est et en faire partie, et agir et se rapporter à partir de cette conscience. C'est donc s'expérimenter non pas comme un moi atomiste, mais un moi en relation avec l'autre, avec les autres. Donc il s'agit bien ici d'apprendre à penser en relation, de développer une perception relationnelle. Il ne s'agit donc pas tant simplement de mettre en place un dialogue bienveillant où chacun exprime son point de vue, mais bien plutôt d'accroître par cette pratique dialogique une rationalité du soin, on pourrait appeler ça une rationalité du care chez les participants, qui repose sur une appréhension de ce qui se joue au sein des relations interpersonnelles. Et cette conception relationnelle suppose en réalité que la subjectivité se construit grâce au dialogue intersubjectif avec autrui. Et on voit bien que cette vision, elle trouve son ancrage dans le socio-constructivisme de Vygotsky, par exemple. Dès lors, le caring thinking et le pluralisme. On pourrait dire du coup que le caring thinking, ce serait ce type de pensée, cette modalité de nos pensées qui serait animée par une forme d'intentionnalité à vouloir prendre soin, se soucier et donc qui se montre particulièrement dans les relations aux autres, dans cette conscience relationnelle, d'être en relation, de penser en relation. Or, pour développer cette pensée bienveillante,
mais également vigilante, si on reprend les dimensions pensées par Lippmann, eh bien, il faut, pour Sharp, créer un espace pédagogique sécurisant. Espace pédagogique sécurisant essentiel pour que chacun puisse se sentir autorisé, pour que toutes les voix des enfants puissent être entendues et écoutées, pour que les enfants s'adressent aux autres en les considérant non pas comme des adversaires, mais comme des collaborateurs dans la recherche de la vérité et de sens. Pour Lippmann, la communauté de recherche philosophique est d'ailleurs une communauté dans laquelle l'amitié et la coopération seraient accueillies comme des contributions positives à une atmosphère d'apprentissage, au lieu de conditions semi-adversaires et compétitives qui, selon lui, prévalent dans trop de salles de classe de la petite enfance. Dès lors, conceptualiser cette notion de caring thinking dans la pensée d'excellence est essentiel pour passer d'une pensée relativiste à une pensée dialogique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que penser le soin aux participants d'une communauté de recherche en fournissant un espace de parole sécurisant et bienveillant est bien une condition d'ouverture à la parole. L'atelier peut être considéré comme un espace public ouvert à l'altérité qui permet de dépasser une posture épistémologique égocentrée des sujets. Donc, il faut bien au départ que l'atelier de philosophie soit l'espace d'un apprentissage expérientiel du décentrement. Mais ce décentrement essentiel risque bien, en effet, quelque chose qui est le relativisme. Car accepter que toutes les voix, finalement, et considérer que tout se vaut, pose problème. Comme le souligne par exemple Anne Lalanne, respecter par principe le point de vue d'autrui, comme s'il équivalait à sa personne, c'est permettre à chacun de camper sur ses positions dans un subjectivisme irrationnel et tyrannique. Mais justement, pour éviter cet écueil, il est nécessaire de prendre en compte cette notion de caring thinking au sérieux. Parce que la fragilité inhérente des ateliers est bien cette faille d'en rester au stade du relativisme. Ce relativisme doit être dépassé par notamment cette dimension du caring thinking épistémique, comprise dans son sens épistémique, d'attention et de soin pour la recherche collaborative menée ensemble, et d'attention et de soin aux outils de la recherche. Mais comme l'a souligné Sharp, cette dimension épistémique, elle n'est réellement possible qu'en apprenant en même temps certaines dispositions éthiques de tolérance, de souci pour la parole des autres et d'ouverture d'esprit. D'après Marie-France Daniel, le relativisme est d'abord et avant tout, en réalité, un stade intermédiaire dans le modèle du développement progressif d'une pensée dialogique critique. Et il s'agit bien plutôt de développer un subjectivisme, plutôt que de développer un subjectivisme relativisme, il s'agit bien de développer une posture intersubjective qui est caractérisée par une sorte de scepticisme constructif et par l'évaluation des points de vue fondés sur des critères. Donc, si vous voulez, avec la conceptualisation du caring thinking, la philosophie, pour enfants et pour adolescents, s'inscrit dans une épistémologie pragmatique qui ne s'oppose qu'aux versions extrêmes du relativisme, où toutes les perspectives sont aussi bonnes les unes que les autres, et aux versions extrêmes du rationalisme, où il n'existerait qu'une seule vérité extérieure que nous pouvons appréhender avec certitude. L'orientation du dialogue n'est pas dialectique, mais bien dialogique, et les connaissances qui en résultent sont des vérités qui seraient des vérités relationnelles, intersubjectives. Mais cette proposition-là, elle repose sur un postulat, une croyance qui est très exigeante, qui est celle de croire en la capacité de l'être humain à être capable de transcender sa positionnalité pour parvenir à comprendre la construction de la pensée d'autrui. Et donc, si vous voulez, le schéma présenté au début va évoluer, puisque le caring thinking est une condition qui permet le critical thinking, la pensée critique, car il permet aux enfants de construire une réflexion attentive, autocorrective, précautionneuse, dans lequel on se préoccupe des autres et des outils de la pensée. Et le caring thinking permet également la pensée créative, puisque développer des habiletés relationnelles permet de développer une imagination empathique, pouvoir se mettre à la place des autres, imaginer d'autres visions du monde, se décentrer donc. Et donc, imaginer pas à pas des alternatives à ce qui est connu,
imaginer d'autres mondes possibles et meilleurs, être ouvert à la nouveauté, à la proposition nouvelle, qu'il sera pertinent d'analyser ensemble. Quelles sont alors les dimensions politiques du caring thinking? Les travaux qui soulignent l'apport de la philosophie pour enfants et adolescents pour une éducation à la citoyenneté et à la démocratie se sont davantage intéressés au critical thinking, davantage plus qu'au caring thinking. Pourtant, le caring thinking présente une dimension qui est proprement politique. Cette notion, elle permet d'abord de revaloriser la part émotionnelle de nos jugements. Et donc, elle permet de reconsidérer le rôle des émotions pour une éducation à la citoyenneté dans une perspective d'éducation au pluralisme. Alors, concrètement, reconsidérer le rôle des émotions, c'est considérer l'importance de développer un sentiment de légitimité, ou on pourrait dire encore un sentiment capacitaire pour oser s'exprimer. Alors nous sommes de l'ordre du sentiment, cette sensibilité qui pousse à l'action et qui va nous permettre d'agir. Cela permet de saisir la dimension politique, en réalité, de la bienveillance. Parce que l'éveil du sentiment capacitaire est l'un des objectifs d'une éducation dite émancipatrice, qui vise à rendre le sujet conscient de son habileté effective à détenir et exprimer une pensée critique et une opinion construite, et d'éprouver le droit de s'exprimer, d'éprouver que sa pensée est d'égale valeur à celle d'autrui. Et là, comme le souligne Johanna Oken dans son article qu'elle a écrit justement pour la revue que je vous ai présentée plus tôt, eh bien, développer le courage et le sentiment de légitimité, eh bien, c'est essentiel parce que ce courage et ce sentiment de légitimité permettent d'accomplir des actions démocratiques fondamentales. Le courage de débattre, la légitimité de se sentir capable de délibérer, de questionner la société, d'exercer un esprit critique, de se confronter au pluralisme, de recevoir l'autocritique, etc. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu politique au cadre bienveillant. Développer le caring thinking est aussi l'opportunité de faire l'expérience de 3 formes de reconnaissance. Celle de l'empathie, celle du respect moral et celle de l'estime sociale. Et ici, il nous paraît intéressant de voir comment cette notion de caring thinking peut potentiellement rejoindre les perspectives d'Axel Honneth, théoricien de la reconnaissance, puisqu'elle permet de provoquer une situation de reconnaissance mutuelle où autrui est accueilli avec sollicitude. Ce sentiment capacitaire et ces expériences de reconnaissance n'ont pas pourtant pour ambition un éveil des subjectivités qui seraient campées dans leur position. C'est pourquoi l'apport politique du caring thinking, c'est aussi de nous montrer le lien intrinsèque entre disposition éthique d'un cadre pédagogique et rapport au savoir institué. Donc ici, c'est bien dans l'enjeu de la pédagogie, en fait, qu'il y a une dimension politique, puisqu'en réalité, une posture pragmatiste au savoir, elle n'est possible, semble-t-il, que dans un cadre délibératif. Délibérer nécessite d'être en mesure de réellement écouter les autres avec souci et sérieux. Et le but est de permettre à chaque enfant de développer la confiance en soi nécessaire pour prendre la parole, ainsi que des qualités d'attention et d'écoute envers les autres afin de favoriser une dynamique de progression collective. Donc, développer le caring thinking, c'est aussi considérer que l'autonomie des enfants pour penser par eux-mêmes, eh bien, cette autonomie des sujets pensants est toujours en réalité une autonomie relationnelle. Nous sommes interdépendants et nous avons besoin des uns des autres pour construire ensemble notre vivre ensemble. Donc, notre pensée critique dépend de notre pensée attentive. Pour Sharp, et là, comme pour Dewey, la démocratie, c'est avant tout un mode d'être ensemble, une expérience collective, une façon de vivre dont l'essence est précisément le questionnement constant sur elle-même. Il s'agit d'une conception de la démocratie délibérative. Et donc, développer le caring thinking, c'est donc développer cette vigilance attentive du citoyen vis-à-vis de son environnement, avec l'envie de se confronter au pluralisme des idées et donc de rendre la démocratie vivante. Et en ce sens, par exemple, la liberté d'expression rendue possible dans les ateliers de philosophie n'a rien à voir avec cette idée d'une expression libre et spontanée des idées qui nous traverseraient l'esprit. C'est bien le droit reconnu à chacun de pouvoir communiquer ses pensées afin de les soumettre au jugement d'autrui.
Et donc, dans ces dimensions politiques, on voit qu'il y a en réalité une nouvelle philosophie de l'enfance qui se joue, l'enfant qui est considéré comme une personne morale, comme un sujet de droit. La conception de l'enfance qui est véhiculée par cette pratique est celle d'un être capable de devenir rationnel, libre et conscient, comme le déclare par ailleurs la Convention internationale des droits de l'enfant de 1980. Mais ce sujet de droit, ici, il n'est pas considéré comme un individu atomisé, mais plutôt comme un individu en relation avec les autres. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle l'UNESCO, dès les années 90, elle s'est mise à promouvoir la philosophie avec les enfants, en reconnaissant que cette pratique protège la liberté de penser aux enfants, et elle permet aussi de promouvoir des modalités qui s'ouvrent au pluralisme. Le geste politique de la philosophie avec les enfants consiste à rendre visibles, par ailleurs, des voix différentes des enfants et leur capacité à penser au travers d'un dialogue collaboratif. Et en fait, si on n'accepte pas de base que les enfants puissent être considérés dès le départ comme des sujets moraux, donc c'est-à-dire des sujets capables de discernement et donc capables de jugement moral et donc capables de développer ce caring thinking, eh bien, si on n'accepte pas ça, dès le départ, il n'est pas possible de prétendre les éduquer à devenir autonomes. Tout au plus, on peut alors les endoctriner ou les entraîner à intérioriser certaines habitudes qui ne seront certainement pas le fruit de leur autonomie morale. Donc on voit bien que le caring thinking et la communauté de recherche philosophique qui s'appuie sur ce caring thinking apparaissent comme des moyens pour les enfants de se sentir reconnus et autorisés à s'exprimer et à penser le monde tel qu'il pourrait être et tel qu'il devrait être. Et donc, l'importance du caring thinking dans tout cela, c'est bien qu'il s'agisse de comprendre que l'autonomie de la pensée des sujets de droit libre repose sur une appréhension relationnelle de cette autonomie. Et pour moi, c'est important, moi qui travaille sur l'éducation aux droits de l'homme, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, on se rend bien compte que finalement, cette éducation aux droits humains, si elle se veut être pluraliste, elle n'est pas tant, au final, elle ne repose pas tant sur, si vous voulez, des valeurs fixes qu'on va imposer d'un point de vue extérieur, mais elle repose sur cette capacité à considérer l'autonomie des sujets pensants de façon relationnelle, en fait. Et donc, si vous voulez, ça entraîne une nouvelle conception même des droits de l'homme comme étant des droits qui sont relationnels avant tout. Et ça, c'est intéressant parce que il y a des travaux, comme par exemple les éthiques du Caire, qui viennent remettre en question la façon dont on a considéré les théories de la justice et les théories du droit, dans un sens très individualiste et atomiste. Et donc, si vous voulez éduquer les enfants à leurs droits, c'est les aider avant tout à apprendre à délibérer pour devenir des acteurs du pacte social. Et en ce sens, si la philosophie pour enfants peut être considérée comme utile pour penser une pratique d'éducation au droit, ce n'est pas du tout par l'instrumentalisation de la philosophie à des fins politiques, mais bien plutôt parce qu'elle permet aux enfants d'expérimenter certains droits de l'enfant, tels que la liberté de penser, la liberté d'expression, tout en donnant du sens à ces droits dans une perspective relationnelle. Et donc c'est bien en devenant des interlocuteurs valables que les enfants apprennent à manifester de l'indépendance dans leur jugement et deviennent des sujets moraux dignes de droit. Alors, après ce point, nous allons voir finalement comment on peut penser les postures de l'animateur ou de l'animatrice en philosophie pour enfants et adolescents à partir du caring thinking. Et sur ce point, je vais présenter 4 temps. D'abord, cette idée de prendre soin des participants pour un cadre sécurisant et bienveillant. Ensuite, cette idée de prendre soin de la recherche collaborative en train de se faire. Ensuite, cette idée de prendre soin de sa propre posture, développer sa propre conscience relationnelle. Et enfin, cette idée de prendre soin de cette oasis de pensée qu'est l'atelier. En fait, il me semble que le caring thinking est aussi un outil d'animation qui nous permet en fait d'être vigilants, attentifs, soucieux de ces différents temps qui sont proposés.
Alors, prendre soin des participants pour un cadre sécurisant et bienveillant. Il s'agit de s'assurer que tous les enfants soient traités avec respect, écoutés attentivement et que leurs contributions soient prises au sérieux. L'idée, c'est qu'aucune personne ou groupe de personnes ne devrait dominer l'enquête et la réflexion. Mais dans les faits concrets, concrètement, hein, cet objectif est quand même complexe à réaliser en pratique, puisqu'il est difficile d'éviter les rapports de pouvoir qui existent au sein d'un groupe et qui peuvent se refléter dans les dynamiques interactionnelles qui sont mises en place dans un atelier. Notamment la timidité de certains enfants ou encore les écarts d'habileté entre les enfants. Ce sont des choses qui peuvent participer à ce manque d'égalité concrète par rapport à cette expression au sein d'une communauté de recherche philosophique. Et donc les adultes qui facilitent une communauté de recherche philosophique doivent alors développer une attention aux dynamiques interactionnelles, en plus d'une attention au développement du contenu des échanges. Et pour cela, il faut bien que les enfants se sentent autorisés à s'exprimer. Concrètement, il s'agit d'inviter les enfants à prendre la parole afin de veiller qu'ils soient inclus dans les échanges, de les encourager à poursuivre lorsqu'ils peuvent douter, de les remercier pour leur participation. Cela se traduit également par des postures physiques, des sourires, des regards, une attention, une posture confiante, etc. Il faut aussi et surtout assurer chez les enfants la disponibilité émotionnelle au sein de ce cadre bienveillant. Et en ce sens, il faut savoir que l'animateur ne fait pas tout. Et là, Edwige Chirouter, elle souligne bien le rôle de la littérature de jeunesse en philosophie pour enfants, puisque les références littéraires, elles placent en quelque sorte le problème philosophique à bonne distance émotionnelle, entre une trop grande proximité de l'expérience personnelle qui empêche le recul et de la réflexion, et le trop grand éloignement du concept, qui empêche l'implication et l'engagement dans la pensée. Donc, l'intérêt aussi pour l'animateur, c'est de savoir rythmer son atelier et de savoir utiliser au bon moment des supports pour pouvoir remodeler, si vous voulez, la dynamique interactive qui se met en place. Ensuite, comment prendre soin de la recherche collaborative en train de se faire? La fragilité de cette recherche, elle provient également de la discussion en train de se faire, parce que il est possible que le dialogue entre les participants et les participantes ne parvienne pas à s'élever à un certain niveau d'exigence philosophique et qui peut par exemple se traduire concrètement par une succession d'exemples concrets des enfants qui sont parfois sans lien les uns avec les autres. Pourtant, il s'agit bien de prendre au sérieux les intuitions des enfants, même quand elles semblent complètement naïves, parce que c'est bien l'ouverture en tant que point de départ à différentes opinions qui va être la condition d'une construction d'une pensée justifiée et réfléchie ensemble, et qui ne commencerait pas par l'affirmation de principes imposés venus de l'extérieur. Et Marion Bérard, dans son article, toujours dans la revue que je vous ai présentée au début, elle relève certaines attitudes qui prêtent attention au contenu. Ça peut être des propos formulés afin de comprendre et de préciser. Par exemple, demander un éclaircissement, demander une précision, une justification, demander d'apporter un argument, un exemple, une nuance, une objection à l'idée. Il s'agit aussi de développer de façon générale des aptitudes de métacognition chez les enfants, en leur demandant en fait de comprendre ce qu'ils sont en train de faire pour faire avancer la pensée collaborative. Il s'agit aussi de développer le décentrement. Alors, afin de développer l'imagination pour sortir de sa propre subjectivité ou de son égocentrisme, Sharp propose de multiples solutions. Par exemple, faire découvrir d'autres visions du monde avec des supports, stimuler la pensée hypothétique par des outils et si, demander aux enfants de défendre d'autres positions que la leur, demander aux enfants de réfléchir à l'avenir, découvrir des fictions, s'entraîner à décrire des situations, des événements, etc. Enfin, l'animateur doit encore procéder à orchestrer la multitude de pensées individuelles afin de faire émerger une réflexion commune qui va être co-construite par le groupe. Et donc ici, on comprend bien que l'animateur ou l'animatrice, en fait, doit faire entrer en dialogue les esprits afin de les faire penser ensemble. Et donc son intervention peut amener l'attention du groupe sur des détails qui comptent en fait et qui font entrer en résonance les différentes paroles des enfants à mesure
qu'il ou elle souligne les liens entre les idées des enfants. En fait, le rôle de l'animateur ici, c'est bien de mettre en résonance, de mettre en relation les différentes voix pour créer une réflexion collective. Cette pensée collaborative et intersubjective, elle s'apprécie petit à petit chez les enfants, mais le rôle de l'animateur, c'est bien au départ d'intervenir aussi pour essayer de développer cette collaboration, puisqu'il va s'attacher à ce que chaque phrase puisse entrer en résonance avec les précédentes, en les reliant entre elles. En fait, voilà, il œuvre à faire émerger cette conscience de la relation. Il doit veiller à ce que la recherche se déployant en atelier de philosophie soit éminemment collective. C'est un peu comme un chef d'orchestre qui va relier les interventions entre elles, ces pensées individuelles, pour qu'elles puissent se rejoindre et s'harmoniser et former ensemble une symphonie. Donc, nécessairement, il s'agit d'avoir conscience de son propre rôle et donc prendre soin de sa propre posture, de développer sa conscience relationnelle. Parce qu'en fait, des écueils peuvent provenir aussi de la part de l'animation, de l'animateur ou de l'animatrice, qui en réalité pourrait s'enfermer dans sa propre conception d'un problème philosophique et qui favoriserait alors, sans le vouloir, bien sûr, les enfants qui auraient la même trajectoire de pensée que lui, le même raisonnement que lui. Et donc, cela nécessite quelque part d'opérer un décentrement et une certaine réflexivité sur le sujet philosophique posé en amont, en réalité. Il s'agit aussi, en outre, par l'expérience d'animation, d'apprendre à savoir positionner sa posture, savoir intervenir sans trop intervenir, afin de favoriser l'émergence de voix différentes, bien sûr, et de s'assurer du souci de la pensée de chacun, mais tout en s'assurant de la dimension collaborative. Et en fait, cette tâche-là, elle implique une forte responsabilité parce que on doit assurer les conditions d'intervention partagées des enfants en improvisant des opportunités. Et l'animateur, peut ici être comparé donc à ce chef d'orchestre qui va essayer de faire jouer un morceau qui est pourtant improvisé. Et donc les animateurs doivent eux-mêmes user de leur caring thinking, on va dire, et de leur sagacité pour parvenir à rythmer cet atelier. Et ceci requiert une attention qui va être portée envers les membres de la communauté, bien sûr, mais aussi envers la discussion en train de se faire et envers la pensée intersubjective qui en résulte. Donc ça suppose une vraie appréhension de cette conscience relationnelle. Enfin, prendre soin de l'oasis de pensée qu'est l'atelier est important parce qu'en fait, mine de rien, le caring thinking nous appelle à cette attention au contexte. Et cette attention au contexte, elle nous permet de penser toujours l'importance, en réalité, du contexte de mise en œuvre d'un atelier en tant que tel, pour lui donner du sens. Parce que la fragilité, parfois, des ateliers peut venir du fait que s'ils n'ont pas de sens pour les enfants, il va être difficile pour ces enfants, ou adolescents, bien sûr, de rentrer dans l'exercice et de comprendre les exigences, de comprendre où on veut les amener, si ce n'est seulement penser, émettre leurs opinions. Et donc, il y a bien quelque part un enjeu, je crois, pour les animateurs et les animatrices, qui est de mettre en évidence le contexte dans lequel s'insère l'atelier. Et là, pour ma part, par exemple, j'ai pu mener des ateliers parfois, on va dire, en one-shot, donc c'est-à-dire un atelier avec une classe que je n'allais pas forcément revoir. Donc ça peut poser la question du sens de l'atelier et surtout la question de l'inscription de l'atelier dans un projet pédagogique plus large. Donc ça, ce sont pour par exemple les ateliers qui se font en one-shot, mais on peut s'intéresser aussi aux ateliers sur le temps long. C'est-à-dire que peut-être que les ambitions d'un atelier qui est destiné à être mise en place sur un temps long, où finalement on aurait plusieurs espaces pour avancer, pour faire avancer la réflexion philosophique, ça permet de reconsidérer les ambitions pas à pas et le développement progressif de la pensée. Donc en fait, les contraintes temporelles de l'atelier permettent de reconsidérer les ambitions que l'on a en tant qu'animateur.
Donc c'est pour ça que finalement, le caring thinking, tel qu'il a été présenté à la fois d'un point de vue théorique, mais ensuite au niveau des enjeux politiques, a des implications en réalité pour les pratiques d'animation, d'ateliers de philosophie avec les enfants. Et moi, ce qui m'intéressait surtout aujourd'hui, c'était à partir de cette présentation de faire émerger ensemble une réflexion sur le développement de cette conscience relationnelle pour les animateurs, et donc de cette pensée vigilante et de cette pensée soucieuse, au développement d'une pensée collaborative, d'une réflexion collaborative chez les enfants. Donc pour moi, c'était important qu'il y ait un temps d'échange pour savoir, à partir des expériences de chacun, chacune, qu'est-ce qu'on peut en faire. Parce que, à mon sens, la critique du relativisme en philosophie pour enfants, elle peut être largement dépassée. Voilà, je voulais vous remercier pour votre écoute et je mets en petite fin une bibliographie si ça vous intéresse. Voilà, merci. Il y avait aussi Laurence qui nous disait, est-ce que le raisonnable n'est pas une notion morale quand vous faisiez la distinction entre pensée rationnelle et pensée raisonnable par rapport à la pensée vigilante? Oui. En fait, la question que je me pose là juste, c'est d'abord une question pratico-pratique. Est-ce que les participants peuvent parler? Enfin, mais si on leur donne la parole, il faut qu'ils lèvent la main en fait. D'accord. Il faut qu'ils lèvent la main et après avec la ils peuvent petite parler. Ça m'inquiétait. D'accord. Non, mais si vous voulez, on vous relaie d'abord les questions du chat et après les gens Ouais, ils super, pourront prendre la parole. super. Et pour la question de la pensée rationnelle à la pensée, à la pensée raisonnable, moi ce que je trouve intéressant, c'est que Matthew Lipman en fait, il s'intéresse donc bien à l'apprentissage de philosopher. Et de fait, il montre bien que nos réflexions, nos pensées, nos jugements sont orientés vers des valeurs. Et en fait, ici, il y a tout un débat philosophique qui se pose entre, si vous voulez, la question de savoir si de l'être, enfin, comment dire, j'ai du mal à m'exprimer, vous savez, c'est je vais avoir du mal à m'exprimer, le paradoxe de Hume, en fait, cette idée on ne peut pas faire dériver des questions relatives à l'être du devoir-être. Vous voyez de quoi je parle? Et en fait, si vous voulez, derrière, c'est une conception très positiviste de la connaissance où on va vraiment faire une distinction entre ce qui relève de ce qui est et ce qui relève de ce qui pourrait être. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, Matthew Lipman, en présentant le caring thinking, et en fait, Anne-Margaret Sharp, en présentant les dispositions éthiques qui sont nécessairement liées à des postures épistémologiques, montrent bien qu'en fait, pour pouvoir peut-être penser ensemble, eh bien, cela suppose une sorte de devoir-être qui est non pas des devoirs-être moraux, de ce qu'il faut penser ou pas penser, mais plutôt une sorte de devoir-être éthique, des habiletés éthiques qu'on intègre en nous. Et du coup, je trouve que ça remet un petit peu en question je sais pas, ce présupposé positiviste de la connaissance, parce qu'en fait, pour pouvoir produire une connaissance collaborative, il faut bien qu'on soit dans un espace où on se sent autorisé, etc., tout ce qui a été présenté. Et donc, quelque part, ça suppose une certaine conception du politique, une certaine conception de la pédagogie, une certaine conception de l'éthique. Et moi, je trouvais ça très intéressant. Et donc, du coup, la différence entre le rationnel et le raisonnable, elle vient de là, en fait, si vous voulez. C'est que on peut penser logiquement, rationnellement, etc., mais des choses qui sont insupportables humainement. Et d'ailleurs, c'est aussi toute la philosophie de l'école de Francfort qui vient montrer comment notre rationalité a pu entraîner des atrocités, quand on a une conception de la rationalité très instrumentale, sûrement logique, etc. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on le voit aussi aujourd'hui, bon là c'est plus politique, mais sur notre façon de penser
la productivité, en fait. Quand on pense la productivité dans un sens très compétitif, très atomiste, très individualiste, en fait, en réalité, on entraîne une société qui augmente avec des inégalités sociales qui augmentent, etc. Bon, là, c'est un autre sujet, mais en fait, je crois que ça, c'est aussi lié, mine de rien. Bon, je me suis un peu... Sur la, Mais la je pense qu'il y a plein de rationalisation. choses qui sont liées. Et en fait, ce que je trouve intéressant, du coup, c'est que quelque part, la philosophie pour enfants, moi, elle m'intéresse dans l'éducation aux droits humains, non pas voilà, pour instrumentaliser la philosophie avec les enfants, mais vraiment parce que elle permet en fait d'approfondir ce que c'est que cette rationalité au cœur de sujets pensants des individus qui ensuite sont libres. Et qui sont libres, mais en fait, qui sont interdépendants. Enfin bon, voilà. Je sais pas si, si je me suis un peu... Voilà, enfin... Clair sur la rationalisation des moyens et l'optimisation des moyens qui, d'une certaine manière, déshumanisent. Voilà, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on humanise nos... Oui, il y a Charlie qui faisait une remarque dans le chat sur la guillotine de Jung. Vous pouvez peut-être prendre la main, prendre la parole, Charlie, hein, si vous voulez aussi. Les faits, on ne déduit pas la norme. Je me permets, en attendant qu'on ouvre les micros, que je serais vraiment ravie en fait d'écouter qui souhaite prendre la parole justement sur toutes ces questions présentées un peu à la fin du PowerPoint sur en fait ce que le caring thinking mis en place pour les animateurs nous permet de penser de manière réflexive sur notre posture d'animateur et d'animatrice parce que voilà, moi je me considère pas plus, enfin c'est ce que je disais au début, pas plus légitime que quelqu'un d'autre pour avoir des choses à dire là-dessus et qu'en fait je trouvais ça très intéressant d'avoir ce moment d'échange. Alors, on a ouvert. Je fais juste quand même un petit lien avec ce qui a été dit dans le chat. Donc, Laurence aussi, qui après rebondissait en demandant ce qu'était un bon jugement selon Lippmann. Elle posait la question, finalement, après sa réflexion sur le raisonnable, si c'était une notion morale, elle demandait aussi voilà, ce qu'était un bon jugement selon Matthew Lippmann. Quelles étaient les caractéristiques d'un bon jugement? Justement, je crois que c'est un jugement qui va être orienté par des valeurs, le bien, le juste, etc. Et qui est soucieux, en fait, Enfin, c'est une pensée qui est soucieuse d'elle-même. Donc, c'est-à-dire Enfin, c'est cette idée qu'on ne pense pas pour rien, quoi, quelque part. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça responsabilise même l'acte de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça responsabilise notre acte de penser, en fait. Je disais, donc, Nathalie aussi, qui faisait le lien entre ce que vous disiez sur le care, sur la relation à autrui, sur le fait aussi d'oser prendre la parole. Elle le rattachait aussi pas mal aux compétences, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, de manière générale, quoi. Complètement. Je pense que d'où l'intérêt là je crois de la discussion sur cette vigilance essentielle des animateurs pour justement promouvoir une éducation au pluralisme et non au relativisme parce qu'en fait c'est quand même un vrai sujet qui vient c'est un vrai sujet parce qu'on vient souvent décrédibiliser la pratique de la philosophie avec les enfants comme étant voilà, une pratique qui qui permet l'ouverture des points de vue de tous les enfants, mais sans développer cette rigueur. Et donc, c'est là que ça me semble... je trouve que le caring thinking, ça me semble être une orientation hyper importante pour la formation de l'animation d'ateliers de philosophie avec les enfants. Et du coup, voilà. Et en fait, je trouvais intéressant de creuser ensemble... voilà, j'ai essayé. Après, c'est une proposition et ça avait pas... Enfin, c'est pas du tout exhaustif, mais je m'étais dit que les 4 temps proposés pouvaient être des pistes pour essayer de discuter ensemble. À savoir, donc les 4 temps, il y avait le temps de... Alors, attendez, je vais les reprendre. Le temps du... Voilà, il y a d'abord cette idée, parce qu'en fait, on a vu avec Sharp, de prendre soin de l'espace sécurisant.
d'un espace pédagogique qu'on pourrait appeler un espace pédagogique de care. Et en fait, c'est ici que, mine de rien, s'éprouve l'écueil du relativisme, et qui est peut-être la première étape. Mais en réalité, le caring thinking, même chez l'animateur, nous permet de penser qu'on va pas seulement être dans une posture bienveillante d'écoute des points de vue des enfants, et qu'en fait, au contraire, l'animateur, il a un rôle beaucoup plus fondamental à jouer, tout en, bien sûr, ne considérant pas l'animateur comme étant le seul responsable de la pensée collaborative. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant ensuite de réfléchir à la posture, donc comment on développe sa propre conscience relationnelle en tant qu'animateur, et comment en fait on prend soin de la recherche collaborative en train de se faire, et de l'atelier en tant que tel aussi, parce que je trouvais ça très intéressant aussi de penser, parce que quand on pense l'institutionnalisation de la philosophie avec les enfants, on pense quoi? Est-ce qu'on pense l'institutionnalisation de la philosophie avec les enfants par petits ateliers de temps à autre, ou alors est-ce qu'on pense un projet pédagogique du philosophé? Et en fait, tout ça n'a pas du tout les mêmes implications, et bon, toutes ces questions-là me paraissaient importantes à creuser. Et puis aussi les écueils enfin, avoir conscience, je crois, des écueils en tant qu'animateur, notamment, par exemple, je crois, cette idée que parfois, voilà, on peut être étonné du cheminement de pensée de certains enfants, mais en fait, c'est juste des enfants qui cheminent intellectuellement de la même manière que nous. Et donc, on peut, sans s'en rendre compte, commencer à valoriser certaines paroles plus que d'autres. Et donc tout ça, je pense que c'est des questions qui sont intéressantes à poser. Voilà, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Alors, il y avait Evelyne qui avait Il y a levé la main là Evelyne, depuis un puis petit moment, Armel, puis Armel aussi après. Donc, puis Evelyne, Milena, si vous voulez prendre la parole aussi. si vous voulez. Oui, bonjour. Moi, j'avais posé une question là, sur mon petit cahier pendant que Pénélope parlait, et d'ailleurs, elle est revenue dessus il y a un petit moment. Je me demandais dans quelle mesure tous ces critères de care, qu'on appelle aujourd'hui, ce que moi je continue à appeler à prendre soin, mais parce que je suis une soignante au départ, dans quelle mesure tous ces critères de prendre soin ne sont pas des projections d'adultes. Nous, on est formatés, vous l'avez dit tout à l'heure, Pénélope, on est formatés à la concurrence, à la compétitivité. Évidemment, ça se retrouve dans l'école, dans la classe et dans la cour de l'école. Comment est-ce qu'on sait? Alors, ça n'empêche pas qu'on va animer ces ateliers avec cette intention-là, et c'est l'intention qui compte justement, et l'affect qui compte. Mais comment sait-on dès le départ que les enfants ne se positionneraient pas instinctivement, intuitivement, et notamment hors cadre scolaire, c'est-à-dire pas dans la cour de l'école et pas dans la classe, dans un cadre résolument bienveillant? Moi, je les observe, j'anime peu, j'anime hors de la classe. Pour l'instant, animer hors de l'école, c'est une volonté. Donc, je pense qu'à certains endroits, ça facilite les choses, à moi. Mais parce que justement, on n'est pas dans l'école et qu'on n'a pas, les notes, on n'a pas cette compétitivité, on n'a pas cette adversité-là. Les enfants ne se connaissent pas forcément. Et je me rends compte qu'on leur fait dire les règles de l'atelier, ils les connaissent. Voilà, on les a écrites à l'avance, on les pose en symbole tout le long de l'atelier, mais en fait, ils savent les dire parce qu'ils les connaissent déjà, ces règles-là. Et elles sont respectées tout le long de l'atelier. C'est presque naturel, on n'a pas à y revenir, quoi. Et je me demande si nous, on n'est pas en train de projeter un truc qu'on a créé nous-mêmes, notamment dans notre économie utilitariste qu'on a depuis des années et des années, parce que je me rends compte que, vous l'avez rappelé, ces travaux-là, ils datent des années 70, et vous allez peut-être penser que je suis une fille impatiente, mais je trouve que ça n'avance pas vite, en fait. Vous voyez, depuis le temps qu'on dit que, voilà, prendre soin, écouter, respecter, etc., et bien, on n'a pas un exemple, et notamment parmi les gens qui nous gouvernent, on n'a pas un exemple flagrant qui fait rentrer dans les têtes. Et je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas faire aussi attention de ne pas vouloir réparer quelque chose que nous avons nous-mêmes créé depuis des années et des années? Et puis, je voulais juste aussi revenir sur là où vous en avez terminé en mettant le one-shot versus atelier en série. Moi, j'ai commencé les one-shots il n'y a pas longtemps. Avant, je faisais de la série. Et je me dis que
oui, il faut reconsidérer les contraintes de l'animateur, mais je me dis que même en one-shot, l'important, c'est peut-être de montrer l'exemple, en fait. Les enfants nous miment, hein. Donc, à chaque fois qu'on peut montrer un exemple, même si c'est qu'une fois de temps en temps, ça sera toujours ça de prix sur l'ennemi, j'ai envie de dire. Voilà, c'était tout. C'était la question que je me pose. C'est ne pas faire attention aussi de ne pas projeter nos propres craintes ou nos propres formatages sur une communauté d'enfants qui, elle, serait d'entrée de jeu peut-être plus intuitivement, instinctivement bienveillante que nous. Pour rebondir à ce que vous dites, Evelyne, je me permets, ça peut vous intéresser parce que, en fait, Anne-Margaret Sharp, elle, dans ses travaux, ce qui est intéressant, c'est qu'elle considère en fait que cette dimension care là dont vous parliez, se prendre soin, c'est quelque chose qui est intrinsèquement en nous. C'est vraiment, pour elle, ça fait partie de la nature humaine. Et là, pour le coup, je vous renvoie, si ça vous intéresse, à l'article de Johanna Hocken dans la revue que j'ai présentée, où en fait elle travaille elle revient en fait sur la notion de caring thinking chez Anne-Margaret Sharp, et elle montre que chez Anne-Margaret Sharp, en fait, il y a vraiment ce présupposé anthropologique que nous sommes des êtres portés par le care, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour Anne-Margaret Sharp, cette nature humaine peut rester dormante, et qu'en fait, c'est comme s'il y avait une mise en activité par un dispositif, par un cadre éthique de cette chose qui est en nous. Mais en fait, moi, j'ai du mal à titre personnel, moi, j'ai l'impression que tout projet politique repose sur ces présupposés et postulats anthropologiques. Après, l'enjeu, la difficulté, je dirais, c'est quand on a un certain présupposé ou postulat anthropologique, parfois, du coup, on peut, baisser les yeux sur des conceptions politiques qui sont totalement différentes, et pourtant qui sont aussi mises en activité. On le voit bien, notre société aujourd'hui, elle n'est pas du tout portée par le care, notre société politique. Oui, et du coup, la question qui est intéressante, c'est, en fait, je crois qu'au-delà de savoir si c'est quelque chose qui est fondamentalement en nous ou pas, qui est naturellement, je vais dire, chez les enfants ou pas, c'est de se dire comment, cette question-là, en fait, c'est une croyance anthropologique pour moi, c'est plutôt comment, en fait, du coup, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le mettre en acte, vous voyez, et d'où la responsabilité de cette... de créer cet espace pédagogique bienveillant, et de montrer surtout que cette bienveillance n'est pas nounours, bisounours, mais vraiment politique. Non, oui, je vous suis complètement là-dessus. De toute façon, le questionnement, la question que je me posais n'empêche pas le fait que, effectivement, comme je le disais à la fin, il faut montrer l'exemple, et il faut de toute façon presque instituer ça, et il faut le montrer et il faut le faire. On est d'accord là-dessus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement que, peut-être que je suis d'accord avec Margaret Sharp. Je pense qu'il y a une tendance naturelle chez les plus jeunes à prendre soin, et que si on a besoin d'y revenir et de le reposer, c'est parce que notre société n'est pas dans cette configuration-là aujourd'hui. Voilà. Moi, ça me fait rebondir complètement. Je suis désolée, je me permets, mais comme en fait je travaille sur l'éducation aux droits de l'homme et dans une visée pluraliste, ça renvoie nécessairement à penser ce que ça signifie la condition. Comment dire ? En fait, c'est très intéressant de voir comment notre philosophie des droits de l'homme, libérale des droits de l'homme, elle s'est quand même pensée totalement en rupture avec, par exemple, ce paradigme nature-culture, etc. Et donc, dans une non-connexion et non-conscience relationnelle avec notre environnement. Et en fait, ça, c'est très intéressant par rapport même aux enjeux actuels de crise écologique, etc., de reconsidérer, et peut-être en choisissant, alors sans dire, sans le prouver, parce que ça me paraît difficile à prouver, mais en choisissant qu'on peut partir du postulat qu'on serait
des êtres relationnels, je pense que ça peut être déjà la base d'un projet philosophique et d'un projet politique totalement novateur, notamment par rapport à la question des droits humains au XXIe siècle, quoi, avec toute cette crise écologique, etc. D'accord avec ça, merci. Merci Evelyne pour votre intervention. Armelle, vous vouliez peut-être prendre la parole? N'hésitez pas, il faut juste réactiver votre micro et ça devrait fonctionner. En attendant que Armelle puisse réactiver son micro, peut-être s'il y a d'autres personnes qui voulaient… Bonjour. Ah, ça y est. C'est Nadine qui prend la parole. Très bien. Allez-y, Nadine. Merci Nadine. Ça fonctionne, alors j'en profite. Merci en tout cas déjà à vous et Pénélope pour cette présentation très riche et dense dans ce qui concerne donc notre travail auprès des enfants. Évidemment, je ne peux pas ne pas intervenir, surtout par rapport à ce moment où effectivement on croit en un caractère débonnaire, soit de l'enfant, soit de l'humain, soit par nature ou par le biais de l'éducation ou grâce à différentes activités. Mais l'histoire tente à montrer qu'au contraire, ou même ma pratique avec les enfants, il y a quand même parfois une tendance à se moquer, une agressivité entre les jeunes, surtout lors du premier atelier. Et d'où la nécessité, en tout cas en ce qui me concerne, de faire toujours ce rappel des règles d'or des ateliers philo, sans lesquels en fait les enfants ont tendance quand même à être, je dirais, à manifester de certaines agressivités, voire violences. C'était encore le cas ce matin en atelier, qui a fait pleurer un enfant et donc il nous met dans des situations parfois difficiles. Donc voilà, je voulais intervenir en vous demandant si finalement il n'y a pas une croyance des deux côtés, mais que la nôtre en fait forcément va vers plutôt une façon de redresser un bois qui est tort malgré tout, ou alors il y aurait peut-être cette double nature qui fait que les ateliers philo ici auraient quelque chose à jouer. Voilà. Merci beaucoup Nadine pour votre remarque. Oui, en fait, moi je suis assez d'accord avec vous. Je crois que là en fait on part de croyances de présupposés anthropologiques sur la nature de l'homme qui me paraissent difficiles à démontrer. L'expérience nous montre des exemples d'une nature bienveillante, attentive, soucieuse, mais également l'expérience nous montre l'expression d'une nature machiavélique, méchante, moqueuse, etc. Et au-delà de cela, moi je crois qu'il me semble que notre responsabilité, justement, si on veut promouvoir une éducation au pluralisme, c'est de considérer à quelles conditions est-ce qu'on peut la mettre en place. Et c'est dans ces conditions-là qu'on se rend compte, en effet, que des règles doivent être mises en place. Vous parliez des règles d'or. Et oui, moi, je crois qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est intéressant comment dire. En fait, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si on veut promouvoir le pluralisme, on se rend compte que le pluralisme, il s'appuie sur certains présupposés épistémologiques, certains rapports au savoir qu'on veut développer chez les enfants. Et donc, c'est un rapport au savoir qui est pas relativiste, c'est-à-dire pas l'idée que tout se vaut, c'est pas non plus cette idée qu'il y a une bonne vérité, mais plutôt, donc du coup, un entre-deux qui renvoie à un peu un rapport au savoir pragmatiste. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que pour pouvoir développer ce rapport au savoir-là chez les enfants, on se rend bien compte qu'il faut en réalité mettre en place certaines dispositions éthiques, certaines règles. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a une relation nécessaire entre les dispositions éthiques, le projet pédagogique, la mise en œuvre concrète de l'atelier avec des règles, etc. Et ces règles-là qui entraînent pas à pas un certain type de rapport au savoir. Et en fait, cette relation-là, qui se met en évidence dans l'éducation, dans un projet pédagogique, elle me paraît essentielle en fait à souligner. Parce que souvent quand on parle de prudence, de sagacité dans plein de métiers, moi par exemple je suis en droit, et souvent on questionne le raisonnement juste, qu'est-ce que ça signifie, etc. Je trouve que parfois
on a eu tendance à considérer que le raisonnement moral pouvait être déductif, un raisonnement hypothético-déductif. On se rend compte que non, en fait, un raisonnement moral suppose une conscience relationnelle, voilà, une appréhension du contexte, et donc une appréhension aux soucis, à la bienveillance, aux relations interactionnelles, etc. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment ce lien entre la mise en œuvre d'un cadre éthique et des rapports au savoir pragmatiques. Qui semble effectivement plus aisé à mettre en place dans des ateliers philo au collège ou dans des structures extérieures au lycée que dans une salle de classe, parce que la relation finalement entre le professeur ou l'animateur et les enfants est totalement différente que dans un groupe classe traditionnel. Ils acceptent d'ailleurs bien mieux les règles. Alors je ne sais pas si c'est du coup rajouter la confiance. Je suis également en train de faire des recherches à ce niveau-là. Ou cette bienveillance peut-être. Il n'y a pas de notes aussi, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Merci beaucoup pour votre attention et vos réponses. Merci à vous. Il y avait une question de Milena qui... je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Milena. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors moi, j'avais une question assez concrète parce que je suis amenée à mener une formation avec des enseignants du premier degré, de jeunes enseignants débutants qui veulent mener des ateliers philo. Et je suis sûre qu'en entendant ce type de propos, ils vont me poser la question suivante, mais finalement, quelle est la différence entre l'ouverture au pluralisme et le relativisme? J'ai du mal à poser la limite. Alors souvent on dit il faut que ça s'inscrive dans le cadre des valeurs de la République. En plus, notre formation fait partie de ce cadre. C'est vraiment dans un cadre qui s'appelle valeurs de la République. Mais j'ai peur de tomber dans une espèce de catéchisme républicain. Donc voilà, j'aurais du mal, je pense, à répondre à cette question en face de mes étudiants. Merci Milena. C'est une vraie question. Moi, je ne suis pas certaine d'être la meilleure placée pour savoir bien y répondre, mais en fait, il me semble que le pluralisme, par rapport au relativisme, ça renvoie du coup, par rapport à la présentation sur le caring thinking, ça renvoie à cette idée qu'en fait, c'est une ouverture éthique, on va dire. Le pluralisme, c'est une ouverture éthique, mais ce n'est pas forcément une ouverture totale épistémique. C'est-à-dire que, et c'est bien cette idée qui est dans le caring thinking, c'est qu'on a une attention aux autres, donc ça c'est l'ouverture, on va dire, éthique, une attention aux autres, une attention à la parole de chacun. Si on s'arrêtait là, alors là, ça serait potentiellement le règne du relativisme, mais en réalité, le caring thinking chez Lippmann et Sharp, c'est aussi en réalité une attention à la pensée en train de se faire, une attention aux méthodes en fait employées, aux méthodes de recherche employées. Et donc ici, si vous voulez, on voit bien que les enfants, ils vont apprendre que toute opinion ne se vaut pas, et c'est d'ailleurs bien ça l'enjeu de la philosophie, c'est apprendre à sortir de l'opinion pour aller vers la réflexion. Et donc, pour aller vers cette réflexion, cela suppose d'acquérir certaines habiletés très concrètes. Et du coup, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, si j'ai du mal à... Je trouve que vous l'avez bien illustré tout à l'heure en montrant aussi la relation entre caring thinking d'un côté, qui était la condition de possibilité aussi de l'esprit critique, et qu'en fait, cet esprit critique vient un peu contrebalancer finalement le côté, le relativisme dans lequel on pourrait tomber. C'est-à-dire qu'il y a une bienveillance vis-à-vis des interlocuteurs, vis-à-vis des personnes, mais par contre, il y a une exigence vis-à-vis des idées et vis-à-vis de l'examen de ces idées qui, quelque part, peuvent être... sont prises finalement presque indépendamment des personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'attaquer les personnes, on est en train de travailler les idées. Et quelque part, l'exigence, elle est sur les idées, même s'il y a une bienveillance sur les personnes. Et justement, c'est parce qu'il y a une bienveillance qu'on peut avoir une exigence sur les idées. Qui permet du coup l'acceptation de l'autocritique, etc. Et la remise en question, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel aussi, mine de rien, dans l'apprentissage du philosophie, que de savoir se remettre en...
en doute, en question. Ce qui est pas simple. Merci pour cette réponse. C'est vrai que dans les ateliers avec les enfants, je pense que les jeunes enseignants redoutent un petit peu la place des valeurs et des croyances. Donc, je parle pas forcément en fait d'idées, et donc se positionner par rapport à leurs valeurs familiales et leurs croyances. À mon avis, c'est ce point épineux en fait qui peut faire peur. Et donc, est-ce qu'on doit vraiment accepter comment dire, un point de vue qui peut même être en dehors de la loi, par exemple, mais qui peut être un sujet de débat très intéressant pour, encore une fois, ne pas sombrer dans une espèce d'idéologie républicaine où on ne pense pas, en fait. Et nous, en fait, on est pris dans une commande restrictive qui s'inscrit dans les valeurs de la République. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis, ce que je vais dire aux futurs enseignants. Et je ne veux pas non plus qu'il n'y ait pas de débat possible en disant bah non, telle opinion n'est pas acceptable parce que ça ne fait pas partie du cadre. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de sujets de société qui sont absolument débattables. Mais en fait, ce que vous dites là, ça montre un des risques qui est le risque d'instrumentalisation de la philosophie pour enfants à des fins politiques et à des et en fait, ça c'est un danger aussi, en fait, de la philosophie pour enfants. C'est sous prétexte qu'on va apprendre à réfléchir ouvertement, en fait, on impose un point de vue sur certaines valeurs. Et moi, je pense que c'est un vrai danger en réalité, la philosophie pour enfants, qui peut aller contre elle-même. Et alors, ce que vous disiez sur ce que vous disiez sur le fait qu'on puisse être face parfois à des discours de la part d'enfants ou d'adolescents qui peuvent être en fait des discours qui sont pas du tout adéquats avec les lois en vigueur. Moi, je sais que il m'est arrivé plusieurs fois dans les ateliers de philosophie avec les enfants menés en lycée, de faire des ateliers où, la commande étant d'interroger la tolérance, d'en venir aux limites de ce qui est tolérable, et d'avoir comme réponse des enfants ou adolescents, du coup c'était des lycéens, la question de l'homosexualité qui apparaît. Alors, en tant que dans ma posture d'animatrice de philosophie avec les enfants, je suis pas là pour leur dire ce qu'ils doivent penser. Je suis pas là pour donner mon avis par rapport à ce qui est dit. Par contre, ce qui m'intéressait, moi, c'était de leur poser la question, de les interroger par rapport à alors pourquoi la loi d'interroger du coup le regard de la loi, d'interroger aussi les présupposés en fait de la. Ce qui était intéressant, moi je me souviens, c'est que derrière ça en fait ça venait, on en venait à questionner le regard sur la masculinité, des choses comme ça. On en venait à déplacer un peu le sujet. Et je suis d'accord avec vous que ça pose question sur bon. Je crois après que c'est pas le rôle de la philosophie avec les enfants que de leur faire dire ce qu'ils doivent penser. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très claire. Si, tout à fait. Et en même temps, dans nos études de cas, on propose justement un cas où un enfant remet en question l'homosexualité. C'était justement ça. Et en même temps, on ne se voyait pas ne pas dire aux étudiants, dans ce cas-là, il faut peut-être un petit peu sortir de la neutralité et rappeler au moins, juste un rappel de la loi. Ça peut être même un sujet de réflexion, en fait. D'accord, mais même à ce moment-là, en fait, le médiateur doit quand même, l'animateur, doit quand même rester un peu toujours dans cette posture d'acceptation et de retrait. Après, voilà, c'est vraiment ça. C'est difficile. Moi, j'ai des difficultés à m'exprimer là-dessus, mais j'ai l'impression que ça dépend de ce que vous voulez faire de l'atelier de philosophie avec les enfants, en fait. Quelle est l'ambition de... Moi, je reconnais que mon ambition, c'est pas d'imposer un point de vue. En plus, ça marcherait. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça peut empêcher le dialogue en même temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, j'ai du mal à m'exprimer. Moi, je me souviens que les ateliers que j'avais faits, pour ma part, on en venait
on en venait à contourner la question parce qu'en fait, derrière je sais pas, par exemple, ce rejet de l'homosexualité, on se rendait compte que c'était surtout une certaine conception de ce qu'être un homme, de ce que c'est être un homme. Donc en fait, la question philosophique se tournait après sur mais qu'est-ce que ça signifie être un homme? Enfin, je sais pas si. Bon, je suis pas certaine d'être là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont plein de choses à dire là-dessus. Merci beaucoup. Merci, c'est intéressant. Effectivement, de déplacer peut-être la question pour voir les présupposés derrière. C'est ça, en fait. Je sais pas. Après, c'est pas forcément évident de le faire sur le moment, mais quoi qu'il en soit, je pense que l'exercice, il est là, c'est-à-dire dans le fait de questionner, de reposer faire ressortir les présupposés et de continuer le questionnement, en fait, de le pousser derrière. Qu'est-ce que ça présuppose? Ah oui, mais tu dis ça, mais alors, ça veut dire quoi derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Sur ce sujet-là, hein, entre transmission des valeurs, notamment dans le cadre, puisque c'est vrai que dans le cadre de la classe, au collège ou en élémentaire, ça se fait souvent dans le cadre de l'EMC, donc de l'éducation aux médias, morale et civique, pardon, dans dans ce temps-là d'éducation morale et civique. Et c'est vrai que on est pris entre deux injonctions, celle de transmettre des valeurs et celle si on amène une discussion à visée philosophique, celle de les questionner, ces valeurs. Là-dessus, il y avait l'intervention, je vous renvoie sur là aussi l'intervention d'Edwige Schirrouter qui était intervenue l'année dernière, donc l'enregistrement, vous pourrez le trouver aussi sur le support d'accompagnement, qui avait justement aussi traité ce sujet-là, pour bien montrer la différence entre transmission des valeurs d'un côté, et donc posture aussi d'enseignant dans un rôle de transmission, et posture d'enseignant dans un rôle dans une discussion philosophique qui n'est pas du tout la même et qui du coup doit les interroger et n'est pas du tout dans le même rapport, quoi. Alors, il y a plusieurs mains qui se sont levées. Alors, Laurence, on vous donne la parole après. Je ne sais pas si c'est Anne-Christine qui avait levé la main en premier. Oui, Allez-y, c'était. Anne-Christine. Bonjour. Et effectivement, juste pour revenir sur ce que venait de dire Milena, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est effectivement passer des questions socialement vives à la question philosophique, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a fait le module Valeurs de la République, et après, effectivement, comment effectivement passer vers la question philosophique quand les questions socialement vives se posent. Moi, mon intervention, c'était plutôt par rapport à votre présentation, Pénélope, sur quelque chose qui a beaucoup résonné. Pour moi, c'était effectivement l'image du chef d'orchestre qu'est l'animateur. Alors moi, j'ai pas mal d'orchestres. Ça fait parfois penser à des harmonies, et c'est pas toujours harmonique d'ailleurs, notamment chez les plus jeunes. Et effectivement, moi j'interviens dans une école, c'est la 3e année, donc il y a des enfants qui font des ateliers, donc je vois vraiment l'évolution et c'est intéressant. Mais alors chez les plus petits, c'est quand même un peu rude. Alors à chaque fois, j'ai l'impression de remettre la machine en route. C'est vrai que je trouve délicat ma position. Dans le chat, il y avait effectivement un échange aussi sur la neutralité. Je pense que je suis amenée souvent quand même à reformuler. Parfois, justement, je passe mon temps, ça bouge beaucoup dans ma tête parce que je me demande toujours si je suis légitime, si je reformule comme il faut. Mais effectivement, de toute façon, surtout pour les plus jeunes, hein, moi j'interviens avec notamment les petits moyens, c'est vraiment rude. Bon, comme je suis comme je suis une maîtresse de maternelle, donc j'ai accepté quand même. Mais même les grandes sections CP, c'est difficile parce qu'effectivement, dans ce qu'ils disent, il y a souvent un manque de vocabulaire. Donc parfois, je me dis, est-ce que dans ma reformulation, j'ai pas un petit peu imprimé ce que j'ai voulu entendre? Je m'enregistre et après je réécoute
pour voir. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Et moi, l'écueil devant lequel je me retrouve souvent, c'est effectivement des enfants qui sont passionnés, qui ont vraiment un. Alors là, ça me remplit de joie, hein, quand j'entends un enfant de 6 ans qui dit oui, je suis d'accord avec l'idée de, ou bien je dis ah, je vais reprendre l'idée d'Adrien, etc. Et je me dis chic, ça a marché. N'empêche qu'il y en a quand même pas mal à côté qui n'écoutent pas et qui font du bruit, qui retirent leurs chaussures, les choses comme ça. Donc, c'est vrai que l'orchestre n'est pas toujours très harmonique. Voilà. Et donc, je continue à travailler là-dessus parce que je trouve que j'essaye de prendre soin, hein, de l'oasis de pensée, mais c'est pas toujours très confort, moi, je trouve. Alors, bon, s'il y a des idées lumineuses, je prends. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, ce qui ça me fait penser, c'est vrai que dans la présentation, il y a un idéal de neutralité et un idéal de posture de l'animateur qui reste des idéaux, en fait. Enfin, qui reste une orientation pour l'animateur, parce que dans le concret, en effet, comme vous dites, si vous êtes face à des enfants qui sont très jeunes, qui manquent de vocabulaire, vous allez vous sentir pour justement faire le lien entre les paroles des enfants, etc. Et pour qu'en fait, mimer, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était Evelyne, ce qu'on attend d'eux, vous allez intervenir. Et l'intervention, elle n'est pas interdite. Enfin, mais je crois en fait que c'est toute la beauté de cette pratique, qui est qu'on apprend toujours en faisant et qui est qu'on doit beaucoup. Enfin, il y a une forme de confiance dans ce qui est en train de se passer et pour moi, il y a vraiment, j'ai l'impression dans l'animation d'ateliers de philosophie, oui, quelque chose de l'ordre de, je sais pas comment dire, de la sagacité de sentir en fait. Enfin, c'est de et du coup, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que, comment dire ça? Cette habileté qu'on développe chez l'animateur d'ateliers philosophiques, c'est ce senti, cette sagacité n'est pas purement rationnel. C'est aussi quelque chose, tout ce qu'on est en train de décrire, c'est aussi quelque chose qui s'éprouve et qui se vit chez l'animateur d'ateliers de philosophie avec les enfants. Et en fait, c'est là aussi, je pense qu'il est intéressant de penser du coup au contexte plus large. C'est-à-dire que vous êtes face à des enfants de maternelle. On ne peut pas exiger d'un animateur d'atelier de philosophie avec les enfants à l'école en maternelle la même chose que des enfants qui ont déjà fait des ateliers et qui sont plus grands, etc. Enfin, tout le contexte de la pratique de la philosophie avec les enfants pour ces enfants, où ils en sont eux, en fait, dans cette pratique, je pense que ça joue sur l'animation en tant que telle. Et voilà, et je pense que après, dans les exemples concrets, c'est comme c'est toujours en faisant qu'on sent les choses. Oui, enfin, moi je trouve que en fait l'un des intérêts aussi, c'est le partage d'expériences entre animateurs, c'est le fait de s'écouter les uns les autres après avoir animé, pour pouvoir justement peut-être développer cette réflexivité qui ensuite est mise en pratique dans le concret avec les enfants. Non, mais c'est très clair et il est. Enfin, moi, j'interviens sur toute l'école, hein, sur les 4 classes, et effectivement, plus ils grandissent et plus ils en ont fait, plus c'est. Mais il n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de paramètres. Il suffit aussi. Il y a quand même des enfants qui arrivent avec des valises très 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 costauds aussi, hein, et il suffit qu'il y ait un enfant ou deux perturbés, c'est vrai que c'est perturbant et on sent que la mayonnaise ne prend pas, enfin, ou prend moins bien, ou bien au contraire, ça va être absolument. C'est aussi toujours un peu cette insécurité. Alors moi qui ai été 35 ans enseignante, au contraire, justement, quand Nicolas parlait de la transmission, c'est vrai que on préparait, on avait nos objectifs, etc. C'était assez sécurisant. L'atelier philo, j'allais dire, on ne sait jamais, même si on a tout bien préparé on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Et effectivement, il y a ce côté intuition aussi. Est-ce que je rebondis au bon moment? Et puis, il y a des moments où on se dit yes, il y a des moments où on se dit mince. Voilà. Bon.
mais c'est passionnant. Merci. Il y a beaucoup d'improvisation, en fait, mine de rien, Yes. dans cette pratique. Mais ça n'empêche pas que cette improvisation est réfléchie. Donc, c'est ça tout l'intérêt de... On va donner la parole à Laurence. Laurence, si vous voulez prendre la parole. Oui, vous m'entendez là? On vous Oui, entend. très bien. Oui, bah, c'était pour rebondir aussi sur les questions socialement vives dont on vient de parler. Alors, je ne me rappelle plus le prénom juste avant. La proposition qui nous avait été faite, c'était d'inverser la situation en disant « Ouh là là, une question compliquée qui nous arrive » et de se dire « Youpi, tralala, on va pouvoir sauter sur cette occasion pour transformer cette question socialement vive en cueillette de questions. » À partir du cercle, qu'est-ce qu'on peut creuser comme, qu'est-ce qu'on peut découvrir en fait comme question philosophique. Et là, sur l'exemple qui nous a été donné, c'était par rapport à la question des homosexuels, par exemple, est-ce que tous les humains sont égaux? Est-ce qu'il y a de bonnes raisons pour hiérarchiser les humains? Peut-on priver quelqu'un de droits fondamentaux? Et à partir de là, de toute cette cueillette, en fait, ça me semblait vraiment être une occasion hyper intéressante d'avoir des gens qui justement se positionnent sur des sujets compliqués, l'Ukraine, la pédophilie, le harcèlement, enfin tous ces sujets-là qui font peur en fait, se dire bah non, c'est des occasions en fait pour se servir de ça comme support pour aller vers des questions philosophiques. Après, j'avais une question à poser à notre intervenante, et merci pour cette intervention. C'était si elle pouvait nous en dire plus sur les 3 formes de reconnaissance. J'ai noté la reconnaissance de l'empathie, du respect moral et de l'estime sociale. Et enfin, j'avais une question par rapport à une expérience personnelle où, en atelier philo, les collégiens ont choisi la mort en majorité comme thème. Et ce fait que ça soit la majorité fait que du coup, des élèves qui n'avaient pas choisi ce thème se sont retrouvés en fait à devoir débattre sur un thème émotionnellement très très fort. Et ça a déclenché en fait des situations émotionnelles qu'on n'a pas pu endiguer. En fait, il y a eu des effets miroirs. Enfin, et du coup, la question de la démocratie à l'intérieur du cercle de philo, quand finalement on les fait voter et qu'on n'a pas l'unanimité sur le sujet. Comment on se sort de ça, quoi. Merci beaucoup, Laurence. Merci, même si je ne sais pas si je saurais répondre à la dernière question qui me paraît bien difficile. Honnêtement, c'est la question de la représentativité de la majorité, en fait, et des risques que ça impose. C'est les questions comme la mort ou... Enfin, il y a plein de questionnements philosophiques qui vont mener, même chez les animateurs, parfois, à des troubles existentiels assez forts. Ça n'arrive pas qu'aux enfants, cette vulnérabilité-là. Et je crois que c'est aussi, quelque part, l'apprentissage du philosophé, c'est aussi l'apprentissage de la mise à distance. Et donc, ça passe peut-être par des supports ou des choses qui vont rendre légères ces questionnements-là. Mais c'est vrai que c'est difficile pour moi de vous répondre à cette question. Je ne me sens pas du tout les armes pour avoir la légitimité de dire quoi que ce soit là-dessus, même si je la trouve très intéressante et qu'elle pose en effet beaucoup de questions. Et par rapport au... Vous me demandiez par rapport aux trois... Enfin, par rapport à la dimension politique, je trouvais en fait, ce que je voulais vous dire à ce moment-là, c'est que j'avais la sensation qu'avec ce qui était dit par Sharp sur le caring thinking, eh bien, ça nous supposait de développer une certaine confiance et une certaine reconnaissance des participants de la communauté de recherche philosophique les uns avec les autres. Et cette reconnaissance, elle renvoie à, alors j'avais dit 3 choses, l'empathie, le respect moral et l'estime sociale. En fait, il me semble que pour considérer
on va dire, les autres sujets de façon égale, enfin égaux les uns les autres, eh bien, ça passe par ces trois formes de sentiments, en fait. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le caring thinking est intéressant pour penser une éducation au vivre ensemble qui prend en compte les émotions et qui prend en compte les sentiments qu'il peut être important d'éprouver pour oser s'exprimer. Et ces sentiments-là, il me semble que c'est à la fois celui de l'empathie, celui d'être capable de se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre ce qu'il dit, le respect moral et l'estime sociale, c'est ces idées que c'était lié un petit peu au sentiment capacitaire. En fait, je me sens capable j'ose m'exprimer quand je suis face à des personnes que je considère comme mes égaux. Et là, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'était de creuser. Bon, c'était une piste, mais c'est une piste plus théorique. C'était de creuser comment le caring thinking, en fait, il a peut-être prétention à renvoyer à une certaine compréhension, si vous voulez, de l'égalité qu'on retrouve chez Axel Honneth. C'est-à-dire qu'en fait, chez Axel Honneth, la théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth, elle met en évidence que les injustices, elles ne sont pas, dans la société, elles ne sont pas que matérielles. Enfin, il ne s'agit pas que des enjeux de redistribution économique et matérielle, mais il s'agit aussi de reconnaissance et de sa place dans la société. Et en fait, ces enjeux de reconnaissance-là, je trouvais intéressant de voir qu'on pouvait les mettre... Enfin, comment dire, que la pratique de la philosophie avec les enfants permettait de penser les enjeux politiques de la reconnaissance qui ont été pensés par Axel Honneth dans le concret avec le caring thinking. Je ne sais pas si je suis très claire, mais parce que pour l'instant, ce n'est pas très approfondi. Mais en fait, c'est quelque chose qui, théoriquement, moi, m'intéresse beaucoup et je voulais le creuser, en fait. En fait, ça souligne. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu comme une traduction concrète et pédagogique d'une intuition philosophique d'Axel Honneth. Je ne sais pas si je suis très claire. Voilà. Merci. Je vais aller creuser chez Axel Honneth. Merci. Axel Honneth, ça s'écrit H-O-2-N-E-T-H. Ce que je vois qu'on me demande. Et qui a écrit la théorie de la reconnaissance. Et en fait, voilà, c'est vraiment cette idée que les injustices ne sont pas que des injustices économiques, mais sont aussi des injustices en termes de manque de reconnaissance dans la société. En fait, ça renvoie un peu ensuite à toute la question du multiculturalisme et de la reconnaissance des minorités. Vous avez aussi le dernier livre dirigé par Edwige qui traite de ces questions-là, où il y a plusieurs articles. C'était un colloque à la BNF, où vous avez plusieurs articles vraiment de Jean-François Goubet, notamment sur exactement ces questions-là de la reconnaissance et du lien avec l'école de Francfort. Et avec une contribution d'Axel Honneth. Et avec une contribution d'Axel Honneth, absolument. Il y avait une remarque aussi qui avait été intéressante là sur un participant là, qui relevait le fait qui avait bien aimé l'idée de se sentir autorisé à penser. Je trouvais cela intéressant aujourd'hui car les enfants et les élèves se l'interdisent souvent par peur du regard et du jugement des autres, d'autant plus que les professeurs les incitent légitimement à penser, mais les élèves peuvent le ressentir comme une injonction scolaire à devoir penser et à avoir tel ou tel jugement. J'aime donc beaucoup cette idée du care thinking qui allège et rend possible le dialogue philosophique collaboratif. Oui, c'est la notion d'interlocuteur valable, effectivement, comme le souligne Nathalie. Je sais pas, je crois que c'était Frédéric qui avait mis ça. Si vous voulez prendre la parole, Frédéric. En fait, l'éveil du sentiment capacitaire, ce qui est important derrière, c'est qu'il permet de bien comprendre que la mise en place d'un espace bienveillant n'a pas un objectif seulement un peu bisounours, vision très
en fait, c'est que derrière, il y a vraiment un enjeu politique de cette bienveillance, qui est vraiment cette mise en œuvre de la reconnaissance des altérités et de la reconnaissance, et donc un peu, si vous voulez, ce qui est dit après, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur les 3 formes de reconnaissance qui sont présentes chez Honnête, de l'estime sociale, de l'empathie et du respect moral, qui peuvent s'éprouver, et en fait, éprouver cela au sein d'un certain type de modalité pédagogique aura des effets peut-être pour la formation des citoyens de demain, quoi. Et donc, je crois que c'était ça l'intérêt. Et c'est vrai que ça renvoie à d'autres formes d'autorité pédagogique. On en a un petit peu parlé. Donc, une posture de l'animateur qui est entre interventionnisme pour faire en sorte que la pensée soit collaborative et intersubjective, mais aussi une posture de retrait où il n'est pas la posture d'autorité du sachant qui envoie à des... Enfin, voilà. Bon. Mais pour moi, voilà, ce sentiment capacitaire, il est politique avant tout. En fait, c'était ça l'idée. Alors là, Nathalie qui vient de nous dire que c'était la notion d'interlocuteur valable, qui dit ça, on n'est pas obligé de le dire explicitement aux plus jeunes, ou on est obligé de le dire? Qui sont des interlocuteurs valables. Moi, je vous avoue que je fais aussi avec des petits, je leur dis, hein, aux petits. Si vous n'avez pas d'autres remarques, on va peut-être la dimension politique. La dimension politique, d'accord. Ah oui, d'accord, je croyais que c'était un c'est une bonne question. Je pense que en vrai, il y a pas de, je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise réponse, mais par exemple, moi personnellement, je sais qu'avec mes étudiants de master, quand on travaille et que je m'essaye de mettre en œuvre un petit peu, c'est tout ce que j'ai un petit peu compris en philosophie pour enfants et adolescents, et que je mets en œuvre ça avec les étudiants de master, je leur dis pourquoi je le fais. Je mets du sens à tout ça. Et donc, je leur dis, et en fait, quelque part, en leur disant, ils acquiescent d'autant plus. Mais ils s'en rendent compte sûrement d'eux-mêmes. Voilà, donc ça, c'est... De toute façon, ils l'éprouvent. Je crois que en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il ne suffit pas de conscientiser les choses pour les comprendre, et qu'en fait, il s'agit aussi de les éprouver. Et derrière, je pense qu'il y a toute une conception un peu phénoménologique de l'apprentissage de devenir citoyen. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça qu'on met toute cette importance à l'éducation aux émotions dans l'éducation à la citoyenneté. Donc en fait, on éprouve aussi sa citoyenneté, et on ne fait pas que la penser, en fait. Ce qui est assez subversif, si je peux me permettre, c'est aussi assez subversif par rapport... Enfin, il y a beaucoup de pédagogie, par exemple la pédagogie des opprimés, d'auteurs qui ont travaillé sur les personnes qui n'avaient pas accès à ce droit et qui, en fait, avaient depuis des années 70 aussi, souligné l'importance des émotions et donc tous ces sentiments, le fait de se sentir le droit, de se sentir légitime pour ensuite affirmer son droit. Et donc ça, je trouve ça passionnant. C'est toute la dimension politique, démocratique des émotions, en fait. Et donc de la bienveillance aussi. Voilà. Ok, écoutez... On va peut-être en rester là. J'aurais juste voulu dire un mot pour ceux qui n'avaient pas assisté au webinaire d'Aurélia Platon. C'est vrai, quand on avait conçu le parcours avec Nicolas, on avait discuté donc, avec Pénélope et toutes les participantes. Et justement, on avait essayé de distinguer un peu ces 2 webinaires entre philosophie pour enfants et droit des enfants, et celui d'aujourd'hui avec Pénélope qui était plus sur cette ouverture au pluralisme et cette éducation aux droits de l'homme. Et finalement, je pense que c'est intéressant si vous arrivez à Pénélope, vous nous passerez votre support, on pourra le donner aux gens, mais de confronter les 2 supports. Et puis pour rebondir aussi sur juste ce que vous venez de dire, on reçoit la semaine prochaine, dans 15 jours, Caroline Yac-Bazan, justement sur la question des émotions et sur compétences psychosociales et philosophie avec les enfants.
Donc, Oui, c'est un donc du show. coup, il y aura une bonne transition aussi Il y avec, aura une enfin, bonne une bonne transition aussi continuité avec en tout tout ce qu'on vient de cas, dire aujourd'hui. C'est ça. sachant que voilà, l'idée aussi, enfin, une des questions qui va être soulevée et qui va un peu être sous-jacente à l'intervention de Caroline, c'est justement comment évaluer ses compétences psychosociales, comment on peut arriver à savoir quel est l'impact, en tout cas, des ateliers sur ces compétences-là. Et je pense qu'on retrouvera aussi Pardon. beaucoup de questions dans la session d'après, qui sera le 10 mai avec le stand Vatosoa de Madagascar, qui voilà, enfin qui évoquera pas mal de questions qu'on a posées aujourd'hui. Oui, parce que là, on va changer complètement comment dire, de domaine culturel et de façon aussi de se représenter la philosophie et d'attitude aussi, de rapport à la philosophie qui sera différent. Et ça peut interroger aussi pas mal les pratiques. Donc, c'était aussi dans ce but-là qu'on les avait sollicités pour animer cet atelier, quoi. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup, on vous Pénélope. remercie infiniment, Pénélope. C'était passionnant, c'était vraiment très, très riche. Merci aussi aux participants pour tout l'échange qui a pu avoir lieu après la présentation. C'était chouette que vous puissiez participer et que vous puissiez prendre la parole. Et, parce que bon, voilà, c'est des questions que tout le monde se pose et auxquelles on est confronté quand on est amené à animer des ateliers. Donc, merci à vous. Et on se retrouve du coup le 22 mars pour Dans 15 Caroline. jours. Avec Caroline Agbazan et juste Pénélope et les participants, nous avec Nicolas, on fera la transcription du chat et on vous l'envoie dès qu'on l'a faite. On vous met le support de Pénélope dès demain dans vos agendas et sur le Geniali. Et dès qu'on a la transcription, on la met dans votre compte aussi, dans votre agenda Canopé. Voilà, merci beaucoup. Passez une bonne fin beaucoup. d'après-midi et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.